déjà un petit PowerPoint. Je ne vais pas rester longtemps sur le PowerPoint, c'est simplement pour recouvrir rapidement les informations qu'on a vues déjà lors de la leçon 6. Donc là, on est sur la leçon 6.1. Donc durant la leçon 6, ce qu'on a vu, c'est la modélisation des données par des arbres de décision du style Random Forest. Et aujourd'hui, on va voir les réseaux neuronaux, comment on peut modéliser ça avec les réseaux neuronaux. Donc ici, en hyperlien, vous avez mon adresse LinkedIn. Donc vous pouvez voir mon profil. J'ai plus de 20 ans en informatique déjà. Donc le cours est basé sur le MOOC FastAI. Et donc, on va y aller. Donc, je vais... Et... Ok. Alors voilà l'agenda. Donc l'agenda pour cette fois-ci, je vais reparler de la découverte des données tabulaires. Donc on va voir que l'on a deux types de variables essentiellement, des variables quantitatives que l'on appelle en anglais numerical data, et des variables qualitatives que l'on appelle en anglais categorical data. Et on va voir comment on peut gérer les valeurs de données manquantes. Et on va voir également qu'on peut faire du feature engineering, par exemple sur des dates, par exemple. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut faire, mais bon, c'est en principe la plupart de ces types de transformations qu'on doit faire. Ensuite, vous avez deux types de modélisation pour les données tabulaires. La première, c'est celle qui est énormément utilisée, c'est les arbres de décision. Donc, si vous regardez les compétitions Kaggle, vous verrez beaucoup de compétitions qui utilisent le Random Forest ou XGBoost. Et puis, il y en a quelques-uns, de plus en plus, mais ce n'est pas encore très... On n'a pas encore trop de compétiteurs qui utilisent les réseaux neuronaux. Et ironiquement, la première fois qu'un réseau neuronal a été utilisé sur des données tabulaires, c'était en 2015. Et ils ont gagné la compétition Kaggle. Et donc, on va voir cette approche-là de réseaux neuronaux et puis on va voir comment on interprète ces modèles. Donc, l'interprétation des modèles sur les arbres de décision, je les ai couverts la semaine dernière. Et donc, cette fois-ci, on va faire des réseaux neuronaux. Alors, juste un petit récapitulatif que vous savez, probablement vous le savez déjà, les données tabulaires, c'est essentiellement des données structurées, donc des données qui peuvent venir des feuilles de calcul ou de fichiers CSV ou qui viennent de tables de bases de données. Et en fait, ça sera donc des fichiers qui ont la caractéristique d'avoir des lignes et des colonnes. Donc les lignes, ça va devenir des exemples ou des instances dans notre modèle, et les colonnes, ça va être des fonctionnalités et des attributs aussi dans le modèle. Les types de données tabulaires sont légion en entreprise, vous en avez énormément. Par exemple, les lectures de capteurs, le flux de clics, l'historique d'achat, la base de données gestion des clients, etc. Vous en avez ici un exemple. Là, en leçon 5, on a fait les systèmes de recommandation qui utilisent aussi des données tabulaires. Donc, on avait traité ce genre d'informations en leçon 5. Voilà, donc la tarification, le pricing, les sales forecasting, le pipeline, etc. Tout ceci, ça fait partie de la gestion du risque, dans la gestion de la fraude, money laundering, etc. Oh, je ne sais pas pourquoi chaque fois je bloque. Alors, le notebook, je vous l'ai mis dans la session chat. Ok, c'est celui-ci, le NN tabulaire. Et ce notebook, en fait, vous traitez les librairies suivantes: Pandas, NumPy, sklearn, PyTorch, FastAI et FastAI Tabular. Je vais regarder si je n'ai pas d'autres personnes connectées. Oh, attendez, je vais admettre ces personnes. Ok. Donc, pardon. Ok, donc on va voir que lorsque l'on utilise FastAI, il est basé sur PyTorch. Bon, donc bien sûr, vous allez pouvoir récupérer
FastAI, c'est un wrapper sur PyTorch. Si vous voulez, FastAI, ça peut être similaire à Keras avec TensorFlow. Donc, c'est similaire à ça. Et donc, avec FastAI, vous avez une classe qui s'appelle Tabular Pandas pour justement les données tabulaires. Et en fait, dans ce... Pardon, je vais voir si j'ai pas d'autres personnes. Ouais. Et donc, en fait, vous allez avoir la référence à un data frame. Donc, le data frame, c'est votre jeu de données. Donc, quand on va utiliser cette classe, il vous faut une référence à votre jeu de données. Ensuite, il va falloir indiquer les données de type catégorie, donc les données qualitatives, les données numériques. Et ensuite, vous avez cette information, YNAME, c'est les variables dépendantes, en sachant que les variables dépendantes mélangées, telles que la régression et la classification, ne sont pas traitées avec cette librairie. Mais par contre, vous allez pouvoir faire de multiples, classifications, de multiples sorties de régression ou de classification sont possibles, mais pas un mix. Ok. Et enfin, vous avez ce qu'on appelle le Y-block. Et le Y-block, ça va en fait déterminer est-ce que vous allez travailler sur votre jeu de données. Est-ce que c'est un jeu de données de classification, donc c'est ce qu'on appelle le catégorie block, ou est-ce que c'est un jeu de données de régression, donc c'est le regression block. Je vous donne la référence à la documentation FastAI ici. Et puis, je regarde si j'ai d'autres personnes à admettre. Non. Ok, donc on continue. On va voir donc comment on fait donc les modélisations sur les données par arbre les modélisations par arbre de décision. Je l'ai faite la semaine dernière. Aujourd'hui, on va voir les données tabulaires avec un réseau neuronal. Donc, deux types de modélisation possibles avec les données tabulaires, les ensembles d'arbres de décision tels que random forest, Gaussian boosting, etc. Et vous avez aussi donc la possibilité d'utiliser des réseaux neuronaux. L'avantage d'utiliser des réseaux neuronaux, c'est que on va utiliser donc la descente stochastique de gradient. C'est comme ça que votre réseau neuronal apprend. Et notamment, on va utiliser une couche de réseau qui s'appelle embeddings. Et cette couche embeddings, finalement, elle va vous apprendre pas mal d'informations sur vos données. Et notamment, elle va en fait pouvoir vous générer ce qu'on appelle des facteurs latents. Donc, je reviendrai là-dessus. Alors, les arbres de décision, je ne vais pas trop m'y étendre parce qu'on les a vus la semaine dernière. Donc, typiquement, dans un arbre de décision, quel que soit l'arbre de décision, vous allez travailler sur des nœuds. Donc, on a ce qu'on appelle le nœud principal, qui est le root node. Et puis, sur des actions binaires du style true or false, yes, no, on va descendre d'une colonne vers une autre. Donc, on a par exemple ici, est-ce que la personne est âgée de moins de 30 ans? Oui. Est-ce qu'elle mange sainement? Oui. À ce moment-là, elle est fit pour un programme d'exercice ou ce genre de choses. Donc, vous avez le root node. Les nœuds au milieu, ça s'appelle des nodes. Et les derniers nœuds, c'est les feuilles. Et c'est à partir de ces feuilles-là qu'on va calculer la moyenne de ces nœuds-là. Donc, vous allez commencer par un nœud, d'où découlent plusieurs résultats possibles, et chaque résultat mène à d'autres nœuds, d'où émanent d'autres possibilités pour arriver au final à la feuille. Donc, tous ces nœuds sont interconnectés et on effectuera une moyenne. Donc ici, vous voyez, on est au nœud principal. Par exemple, c'est les données qu'on a travaillé, le jeu de données que l'on avait. En fait, le jeu de données que l'on a, c'est le matériel lourd et c'est savoir prédire le prix de vente d'un matériel lourd dans une vente aux enchères. Donc là, on a un matériel lourd, donc l'arbre de décision prend cette valeur, par exemple le coupler système, et puis il va calculer le mean square error, la moyenne mean square error.
Et ici, il va vous donner la prédiction. Donc là, il vous dit, voyez, pour le nœud principal, j'ai la totalité de mon arbre, en fait, la totalité de vos données, 404 710 enregistrements. Et au fur et à mesure que vous descendez dans l'arbre, les échantillons seront moindres par rapport à ce critère, et on calcule le MSE, le mean square error, et puis la prédiction ici, etc., jusqu'à la feuille. Alors, quand on est sur un réseau neuronal, c'est différent. Donc, en fait, le pivot, la partie importante dans un réseau neuronal pour les données tabulaires, ça va être ce qu'on appelle les embeddings. Donc, par exemple, j'ai mes données catégorielles. Donc, les données catégorielles, ça peut être par exemple la taille d'un produit. Est-ce que le produit est large, medium ou small, par exemple? Et ces informations qui sont en fait des chaînes de caractères, on va les transformer en numérique et on va les mettre dans un vecteur, une représentation vectorielle. C'est ce qu'on appelle un embedding ici. Et donc, vous aurez ceci pour toutes vos embeddings. Donc, si on regarde un objet si on regarde par exemple votre jeu de données à travers Pandas, si vous regardez le type de données que Pandas a évalué, tout ce qui est objet dans votre jeu de données peut faire l'objet d'un embedding. Okay, donc, vous avez donc ce genre d'information qui va être traitée. Donc, FastAI, il y a une fonction utilitaire qui va vous permettre d'identifier vos données catégorielles dans votre jeu de données. Donc, ça, c'est pratique parce qu'il va non seulement identifier vos données catégorielles, mais il va également calculer la taille de l'embedding. Okay, donc, je reviendrai là-dessus, mais sachez que donc vos données catégorielles, elles vont être représentées sous forme de vecteurs et ça va vous donner une matrice de vecteurs, de données catégorielles. Et donc, cette matrice, elle va être en entrée de votre réseau neuronal. Et vous voyez, par exemple, sur mon réseau neuronal, j'ai deux niveaux cachés, le dance layer 0 et le dance layer 1, et puis le output. Alors, le output, ça va être soit de la régression, soit c'est la classification selon le type de données que vous allez faire. Alors là, vous avez un exemple qui en fait sort d'un papier, un article de recherche qui a été fait par Google, qui s'appelle Why and Deep Learning for Recommender System. Et en fait, ce qui est intéressant avec les réseaux neuronaux, c'est que vous allez pouvoir coupler pas mal d'informations. Par exemple, ici, là, j'ai mes données tabulaires type, ok. Donc, vous avez vos données numériques. Ici, Continuous Features, c'est les données numériques. Donc là, c'est un exemple d'un système de recommandation pour Google Play. Et donc ici, vous avez vos données numériques, donc l'âge, combien d'applications installées, combien de sessions vous avez engagées sur ces applications, etc. Et puis après, j'ai d'autres types d'embeddings, la démographie utilisateur, le classe, le type de device, etc., etc. Donc, vous avez ces informations-là, et couplées à ces informations-là, qui sont typiquement tabulaires, on va rajouter une autre forme de données tabulaires qui sont des données avec les utilisateurs et puis les impressions sur les applications. Donc, ces deux informations envoyées en embedding, c'est du recommendation system. Et tout ceci, c'est concaténé, hop, dans une couche d'embedding dans laquelle on a 1200 dimensions à peu près. Et ces informations qui sont concaténées sont données à votre réseau neuronal. Donc, par exemple, vous voyez, en input de votre réseau neuronal, vous avez 1200 dimensions, 1200 activations, qui en output, vous aurez 1024 activations pour cette couche-là. Pour cette autre couche-là, vous avez 512 activations. Et pour la dernière, vous avez 256 activations. Et puis ensuite, on fait une fonction de perte ici. Okay, donc, voilà les principes des réseaux neuronaux avec les données tabulaires. Ce qu'il faut retenir, c'est que toutes vos couches d'embeddings, elles seront concaténées et données en entrée de votre réseau neuronal. Alors, on va continuer donc avec le réseau neuronal. Donc là, je vais voir la modélisation, comment on fait une modélisation avec un réseau neuronal.
Donc, je vous indique ici les étapes qu'il faudra faire. Ces étapes-là, les 2 premières, elles sont valables pour aussi bien les données tabulaires avec des arbres de décision que des données tabulaires avec des réseaux neuronaux. Alors, on va les voir ensemble. Donc, la première chose que vous allez devoir faire, c'est explorer les données. Donc, c'est un chapitre à part entière, l'exploration des données. Et en anglais, ça s'appelle Exploratory Data Analysis. Donc, il y a même des bouquins qui sont écrits là-dessus. Et on en fera aussi, je pense faire aussi ce genre de formation sur l'exploration des données. Donc, en résumé, l'exploration des données va vous permettre de montrer des relations et des attributs qui ne sont pas visibles à l'œil nu et qui sont en fait des attributs cachés. Et donc, ces informations, vous pouvez déjà les découvrir avant même de lancer votre modèle dans un modèle d'apprentissage automatique. Alors, vous avez une petite librairie là, dans Python qui s'appelle Pandas Profiling et qui est pas mal du tout, qui va vous permettre de prendre votre jeu de données en entrée et de vous sortir pas mal d'informations, notamment des informations de corrélation que l'on voit avec Spearman. Donc là, c'est un exemple sur le fameux jeu de données de classification sur le Titanic, okay, le navire qui a échoué en 1900, je ne sais plus quelle année. Donc, en fait, ici, vous avez les corrélations qui sont donc l'identifiant du passager, quelles sont les personnes qui ont survécu, dans quelle classe elles étaient, etc. Donc, on voit que la classe, est-ce que c'était en affaires ou en classe, je ne sais plus comment, j'ai le mot, ou en classe, monkey class, en classe basse. Voilà, donc ce genre de choses. Et puis, ce que vous avez également, par exemple, pour une colonne, une feature, survive, par exemple, on peut voir que c'est booléen, c'est vrai ou faux. Et puis, vous avez la répartition des données entre ceux qui sont morts, 0, et ceux qui sont survivants, c'est la valeur 1. Ok, donc ça fait vraiment l'objet d'une autre étude. On en parle pas mal aussi dans la préparation du jeu de données pour les arbres de décision. Donc, je vous recommande de regarder la session de la semaine dernière, la session 6. On est à la 6.1 pour revoir d'autres types d'informations. Maintenant, je vais regarder les données, les variables quantitatives et les variables qualitatives. Donc, en anglais, on parle de continuous variables. Et puis, pour les variables numériques, et de discrete variables pour les variables de type catégoriel. Ça vient des statistiques discrètes. Donc, les données numériques, c'est assez simple. Par exemple, le revenu, l'âge, ça va être des données numériques. Donc, ce sont des données qui peuvent être entre deux valeurs, qui peuvent avoir un nombre infini de valeurs. Et donc, en termes d'échelle, c'est de l'intervalle et des ratios. Pour les données de type catégoriel, vous avez donc ce genre de choses. Vous avez ce qu'on appelle, ce sont des variables qualitatives. Et par exemple, le marital status, est-ce que je suis mariée, divorcée, célibataire, etc. Le genre, gender, le genre, est-ce que vous êtes, est-ce que c'est masculin ou féminin, et la nationalité, etc. Et l'échelle, ça va être nominal et ordinal. Par exemple, dans les données sur le matériel lourd, notre jeu de données, vous avez un product size, et le product size, on en a fait une catégorie de type ordinal. C'est-à-dire l'avantage d'ordonner vos données catégorielles, c'est que ça va être plus rapide en termes de performance sur le traitement. Voilà, donc on va voir le pré-traitement sur les données. Donc là, je vous donne les pré-traitements que FastAI vous propose. C'est l'avantage d'utiliser FastAI, c'est que vous n'avez pas à faire pas mal de
beaucoup de code pour finalement traiter vos données catégorielles, vos données qui ont des valeurs manquantes, etc. La normalisation des données. FastAI vous le propose tout de suite. C'est un peu comme avec Keras. Donc là, vous avez une classe qui s'appelle TabularProc et qui va rechercher toutes les variables catégorielles de votre jeu de données et les transformer en catégories Pandas. OK. Donc, vos données catégorielles, souvent, elles auront une chaîne de caractères, par exemple small, large, etc. Et cette chaîne de caractères, elle va être convertie en du numérique. Okay. Donc, vous aurez une colonne catégorielle numérique au final. Parce qu'un réseau neuronal ne comprend pas, il ne comprend que du numérique. Okay. Ensuite, vous avez du field missing. Donc, le field missing, c'est les valeurs manquantes. Donc, typiquement, dans un jeu de données, vous aurez des valeurs manquantes et généralement, ça se traduit par NA et, ou NaN, not a number, for instance. Et donc, ces données manquantes, c'est important de ne pas les supprimer parce qu'elles peuvent révéler des informations intéressantes. Donc, ce que fait FastAI sur votre jeu de données quand vous allez passer ces pré-traitements, field missing, si par exemple vous avez une colonne qui a une valeur manquante, pour une rangée donnée et une colonne donnée, vous avez une valeur manquante, qu'est-ce que le système va faire? On va calculer le médian de la colonne, on va mettre cette valeur dans la valeur manquante et on va créer une autre colonne avec le même nom et avec underscore NA et dans lequel on va dire que oui, on a appliqué un field missing sur cette valeur-là. Okay. Donc, ça sera du true ou du false sur la valeur de votre colonne. Donc, en fait, on rajoute du metadata par rapport au field missing. Okay. Donc, par exemple, si vous avez une colonne du style product price, product size et que vous avez une valeur, une ligne pour cette product size, pour cette colonne, pardon, si vous avez aucune valeur, et ben à ce moment-là, FastAI va calculer le médian de la colonne product size, mettre cette valeur à la place de NA et vous indiquer qu'on a fait ce traitement-là. Et donc, cette valeur qui était NA va devenir true ou false. Okay. Alors, la méthode par défaut, c'est d'appliquer le médian, mais en fait, vous avez d'autres méthodes que vous pouvez utiliser. Soit vous pouvez faire une moyenne des valeurs de votre colonne, ou alors vous allez pouvoir utiliser un autre type de traitement tel que en utilisant les algorithmes tels que KNN et MICE. Je ne les connais pas tellement, ceux-là. Je connais KNN, mais MICE un peu moins, mais bon, voilà. Alors ça, c'est ces deux types de traitements, vous pouvez les utiliser avec les arbres de décision. OK. Maintenant, si vous utilisez votre jeu de données tabulaire avec un réseau neuronal, il vous faudra également appliquer ce pré-traitement qui est le normalize. Et ce pré-traitement-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va effectuer une normalisation en amont. Et qu'est-ce que ça signifie, normalisation en amont? C'est-à-dire qu'on va prendre vos variables en continu, on va soustraire le mean et on va le diviser par le standard deviation. Donc là, ça va nous permettre d'avoir des variables à une échelle 0, 1. Okay. Donc c'est ce qu'on appelle le normalize. Alors, pour les données qualitatives, vous avez une fonction bien sympathique dont je vous ai parlé il y a quelques minutes, une fonction utilitaire qui s'appelle concat split, pardon, et c'est une fonction d'assistance et qui va en fait créer pour votre jeu qui va vous créer deux listes. Une liste que l'on appelle count names, qui va contenir les variables quantitatives, continuous, compte pour continuous, c'est cat name pour categorical, cat names qui va contenir les variables qualitatives, les variables catégorielles. Alors, le paramètre de la fonction, c'est la suivante. On va vous demander quel est le jeu de données. Donc, vous allez indiquer votre jeu de données. Et puis ensuite, vous allez indiquer quel est le maximum de cardinalité que vous voulez faire. Alors, pour la cardinalité, vous mettez,
Par exemple, 1, ça signifie que si votre variable catégorielle a qu'un seul niveau, à ce moment-là, on ne va pas la traiter, on va la traiter comme valeur numérique. Si par contre, vous avez plusieurs niveaux, et donc vous allez pouvoir indiquer le nombre de la cardinalité que vous voulez avoir, par exemple 9000 niveaux, si vous avez 9000 niveaux, eh bien, ils seront traités comme des variables catégorielles. Au-delà de 9000, ça sera effectué comme des variables numériques. Donc, ça, là, vous avez la possibilité de jouer sur la cardinalité, le nombre de niveaux que vous avez au niveau de vos variables catégorielles. Voilà, donc le retour de la fonction, c'est ce que je vous indique ici, c'est que la fonction, quand vous lui indiquez ses paramètres, elle va vous retourner une liste de variables quantitatives et une liste de variables catégorielles. Après, vous pouvez faire le ménage, vous pouvez dire, ben non, celle-là, je ne les veux pas. Enfin, bon, c'est une fonction d'assistance. Ensuite, les valeurs, représentation des valeurs quantitatives. Donc ça, c'est important parce qu'on a traité ici les valeurs catégorielles pour votre jeu de données. Maintenant, il faut voir comment elles vont être représentées au niveau de votre modèle. Donc, vous avez deux types de représentations pour les variables catégorielles, des représentations que l'on dit à chaud, et c'est one-hot encoding versus les embeddings. Donc, les embeddings, ce sont des représentations vectorielles et que l'on utilise beaucoup avec les réseaux neuronaux. Okay. Donc, regardons le one-hot encoding. Donc, vous avez une colonne. Par exemple, cette colonne-là, elle a ces valeurs-là, une couleur, et donc vous avez ces rangées-là. Donc, vous avez 2 fois du rouge, du jaune, du vert et du jaune. Et si je veux, pour cette colonne-là, si je veux faire du one-hot encoding, je vais prendre les valeurs uniques de cette colonne et en faire un vecteur qui deviendra une matrice. Et donc, par exemple, pour votre couleur rouge, eh ben, je vais mettre un 1 parce que c'est du rouge. Là, je mettrai 0 et là, je mettrai 0. Pareil pour la deuxième valeur ici. C'est pour ça que vous avez 2 fois 1 ici. Ensuite, je vais prendre le jaune. Et puis le jaune, eh ben, ça va être du 0. Et puis du 1 et puis du 0. Et là, pour le vert, par exemple, je vais avoir du 0, du 0 et du 1. Donc, c'est une opération one-hot encoding. Le désavantage de ça, c'est que vous pouvez avoir de grandes dimensions et qui sont très clairsemées finalement, parce que finalement, les informations intéressantes, c'est là où il y a un 1. Et ça peut être un gros problème en termes de performance de calcul, parce que si vous avez, par exemple, si dans un traitement du langage naturel, on utilise également, on utilise plutôt les embeddings, mais imaginons que vous avez un dictionnaire de 2000 mots, cela signifie que pour l'utilisation du codage à chaud, chaque mot sera représenté par un vecteur contenant 2000 entiers. Donc là, 2000 mots, j'ai 2000 entiers. Et donc, il y aura 1999 de ces nombres entiers qui seront des zéros. Donc, ce n'est pas très efficace en termes de calcul. Et généralement, et c'est ce que l'on fait avec les réseaux neuronaux, c'est qu'on va travailler sur des embeddings. Donc, les embeddings, en fait, vous en avez des exemples ici qui sont très connus. On verra ça aussi avec le traitement du langage naturel. L'avantage des embeddings, c'est que vous allez travailler sur une représentation vectorielle qui ne sera pas clairsemée du tout, qui sera dense, ok, et pas clairsemée. Et donc l'avantage, c'est que en fait, quand on regarde après la manière, donc vous aurez un espace d'embeddings, comme vous pouvez le voir ici, et finalement, on pourra, dans cet espace-là, trouver les valeurs qui sont le rapprochent le plus les unes des autres. Par exemple, King, c'est associé à Queen, etc., de ce genre de choses. Alors, le meilleur moyen pour comprendre ce que c'est qu'un embedding, pensez à ce qu'on appelle en anglais un lookup table. C'est une table de recherche. Donc, vous avez un indice, un index ici. Par exemple, là, je suis sur l'utilisateur. Donc là, vous voyez, c'est un exemple qui vient de la session 5 sur les systèmes de recommandation.
mais ça sera pareil avec vos embeddings de votre jeu de données. Vous avez donc ici, j'ai mon user ID qui est un embeddings. Et donc, comment on va traiter ça? Donc, j'ai mon utilisateur, mon identifiant utilisateur 14. Et pour cet identifiant utilisateur 14, je vais créer un vecteur avec 5 valeurs. Donc, mon embedding size, ma taille d'embedding, elle est de 5. OK? Et donc, au début, ces valeurs-là, ce sont des valeurs aléatoires. Et quand vous allez entraîner votre réseau neuronal, le réseau neuronal va apprendre sur ces valeurs par rapport à votre jeu de données et donc par rapport aussi à la descente stochastique de gradient, et il va vous donner quelque chose de très informatif ici. OK? Donc là, je suis sur un vecteur pour mon identifiant 14. Donc, vous voyez 14, je prends mon index ici et je fais un lookup. Oups. OK? Pareil pour les films. Donc là, ici, par exemple, je suis sur le film numéro 27. Et là, j'ai mes embeddings pour le film numéro 27. Donc la taille est de 5 aussi. Et toujours pareil, au début, c'est aléatoire. Et au fur et à mesure qu'on calcule, qu'on entraîne votre réseau neuronal, vous aurez des informations beaucoup plus pertinentes. Voilà donc comment se fait les embeddings. Donc pensez à un embedding, à une table de lookup en fait. Et finalement, ce qui se passe, c'est que, par exemple, si je suis sur un système de recommandation, vous avez vos films. On appelle, dans un système de recommandation, on ne parle pas de movie, on parle de item. Donc, c'est un item space. Vous avez vos utilisateurs, le user space. Et là, on aura un espace latent qui va donner la proximité de vos valeurs par rapport aux utilisateurs et aux films. Et donc, voilà le calcul qui est fait en termes d'embeddings au niveau d'un réseau neuronal. Donc, vous allez d'abord initialiser les vecteurs et puis ensuite calculer les prédictions en faisant un dot product, c'est une multiplication de matrices. On va calculer la perte et on va utiliser le stochastic gradient descent pour minimaliser la perte. Ok, donc on va faire un dot product de ces matrices. Et en fait, quand on regarde on appelle ça des facteurs latents. En fait, on peut voir que finalement, si je regarde un item space, par exemple, je peux voir les films qui sont plutôt de type famille, les films qui sont vieux, les films pour lesquels il y a George Clooney, etc. Donc, on peut avoir ce genre de classification-là. Et ça, c'est un exemple qui toujours m'amuse. C'est vraiment intéressant de voir comment les embeddings fonctionnent. Parce qu'en fait, ici, vous avez l'espace physique de vos villes en Allemagne. Donc, c'est un exemple sur un jeu de données des supermarchés allemands, un Rossmann dataset. Donc, ici, vous avez la carte de l'Allemagne avec les villes associées. Et on voit que finalement, donc là, c'est l'embedding, là, c'est l'espace physique de votre carte, et là, c'est votre embedding space. Et on voit que l'embedding space map assez bien l'espace embedding avec l'espace physique. Vous voyez, Berlin, c'est Berlin, Hambourg, etc. Hambourg, Berdenstein, etc. OK. Donc, c'est assez amusant de voir que les embedding space peuvent être très révélateurs d'informations. C'est pour ça qu'ils sont beaucoup utilisés avec les systèmes de recommandation. Alors, on va faire aussi du feature engineering avec votre jeu de données. Donc, vous avez une fonction utilitaire qui s'appelle add date part et qui va prendre une date et va la morceler en plusieurs informations. Par exemple, je vais pouvoir voir la date, l'année, le mois, la semaine, le jour, les jours de la semaine, etc. etc. Donc, c'est comme ça que c'est fait. Alors, une fois que ceci est fait, on a fait ce qu'on appelle ces pré-traitements. Ce qui est important maintenant de faire, c'est de constituer des jeux de données.
Donc, quand on entraîne un réseau neuronal, il vous faut au minima, un jeu d'entraînement et un jeu de validation. Alors, le jeu d'entraînement, on va prendre, par exemple, et c'est ce que va faire FastAI. Quand vous allez lui donner le jeu d'entraînement, il va prendre 80% du jeu d'entraînement. 82% de vos données vont être utilisées pour le jeu d'entraînement et 20% de votre jeu de données va être utilisé pour le jeu de validation. Alors, à quoi sert le jeu d'entraînement? Le jeu d'entraînement va permettre d'apprendre sur vos données. C'est là où le modèle va être entraîné. Et le jeu de validation va vous permettre de vérifier si votre modèle est capable de comprendre, de généraliser sur les données qui n'ont pas été vues par les données d'un traitement. Okay, donc, c'est une bonne manière de faire et c'est ce qui est toujours fait en réseaux neuronaux. Vous aurez à chaque fois un training set et un validation set. Et quelque part, on peut vous donner aussi un jeu de test. Alors, le jeu de test, c'est sur des données que le modèle, que votre jeu d'entraînement n'a pas du tout vu et sur lequel on pourra faire des prédictions. On peut faire des prédictions ici aussi, mais là, le test final, c'est de prendre un jeu de données qui n'a jamais été exploité par qui n'a pas été vu par vos données d'entraînement et qui va nous permettre de valider si vos prédictions sont bonnes ou pas. Alors, généralement, c'est ce qui se passe avec Kaggle. Quand vous travaillez avec Kaggle, on va vous donner un jeu d'entraînement. On peut vous donner aussi un jeu de validation. Parfois, le jeu de validation, on l'appelle le jeu de test. Ça dépend. Ouais, enfin, quand vous voyez validation, ça peut être validation, mais ça peut être aussi un jeu de test que nous, on utilisera comme donnée de validation. Et Kaggle va se réserver un jeu de test que vous ne pouvez pas utiliser. Et en fait, quand vous allez soumettre vos prédictions, Kaggle va prendre vos prédictions et les passer par leur jeu de test et voir si votre modèle a bien été entraîné ou pas. Okay, donc, souvent, c'est ce qui est fait par Kaggle. Et si jamais vous travaillez pour une société ou une société de service, si jamais votre société travaille avec une société de service, je vous recommande également de constituer un jeu de test que la société de service ne verra pas. Donc, eux, ils vont vous construire un modèle. Et une fois qu'ils sont satisfaits de la prédiction de ce modèle par rapport à ce qu'ils ont, vous rejouez cet entraînement sur votre modèle de test pour voir si finalement le modèle a bien été entraîné ou pas. Voilà, donc typiquement, vous aurez ça comme traitement pour votre jeu d'entraînement. Donc, un jeu d'entraînement et un jeu de validation. Et puis, à part, vous aurez un jeu de test. Alors, il faut faire attention avec les jeux de données sur lesquels vous allez travailler parce que vous pouvez avoir des jeux de données avec ce qu'on appelle une chronologie, ce qu'on appelle en anglais time series. Et donc, il faudra faire attention à la répartition de ces données entre votre jeu d'entraînement et de validation. Par exemple, il faudra, au niveau de votre découpage, vous rappelez le découpage 80-20, vous n'allez pas pouvoir le faire de façon aussi brutale que ce qu'on vous montre ici, parce qu'on est sur des données avec des dates passées et des dates futures. Et en fait, il faut vraiment entraîner votre modèle pour que votre modèle puisse se généraliser et aussi travailler sur des dates futures. Donc, ce que l'on fait, rappelez-vous, vous n'aurez pas nécessairement un jeu de test. C'est ce que fait Kaggle. Ils ne vont pas vous donner leur jeu de test. Vous allez pouvoir faire use avec le training set et le validation set. Parfois, ils vont vous donner un jeu de test, mais c'est juste par sympathie. Mais certaines fois, vous n'aurez pas de jeu de test.
Alors, je reviens sur la chronologie. Donc là, si jamais vous avez donc un jeu de test avec du time series, il faudra créer une condition. Donc déjà, il faut connaître vos données. Et par exemple, ici, pour notre jeu de données sur la vente aux enchères des matériels lourds, je vais créer une condition et la condition, ça va être basé sur la date, l'année de vente. Donc, est-ce que l'année de vente est inférieure à 2011? Et je vais prendre aussi le mois de vente inférieur au mois d'octobre. Et ça, c'est ma condition et c'est cette condition-là qui va me permettre de créer un jeu d'entraînement et un jeu de test. Okay? Donc là, je vais appliquer cette condition sur mon jeu de données et mon jeu de validation. Okay? Donc là, vous aurez... donc ça, c'est pour récupérer les index de votre jeu de données dans Pandas. Et là, eh ben, je vais faire une liste donc je vais faire un jeu d'entraînement et un jeu de validation ici. OK? Maintenant, une fois que ceci est fait, donc faites attention à au jeu de données. Hein. Si c'est un jeu de données de type chronologie, il faudra s'assurer que votre validation, que vos données de validation n'ont pas les mêmes dates que vos données d'entraînement. Okay, c'est pour tester votre modèle. Alors, parce que vous pouvez être sûr que dans le jeu de test que le modèle va être finalement testé, le modèle entraîné sera testé, vous pouvez être sûr que vous aurez des dates futures. Donc, il faut vraiment travailler là-dessus. Alors, pour créer un modèle, qu'est-ce qu'il vous faut? Et on va pour votre jeu de données avec un réseau neuronal, il vous faudra indiquer les types de traitements que vous allez faire. Donc ça, c'est typiquement FastAI, c'est-à-dire que je veux dire, pour mon jeu de données, je veux créer des données catégorielles numériques. Je veux traiter les fields missing, donc tout ce qui est NA. Et puis, je veux normaliser mon jeu de données. Okay, donc, ça, c'est les traitements que vous allez faire. Et ensuite, vous allez utiliser cette classe Tabular Pandas. Et qu'est-ce qu'elle demande, cette classe? Elle demande votre jeu de données. Donc là, j'ai un jeu de données que j'ai appelé Final parce que j'ai fait pas mal de feature engineering avant de créer ce jeu de données. Donc, mon jeu de données, ici j'indique les procédures que je vais appliquer sur ce jeu de données. Ensuite, je vais indiquer le split. Vous vous rappelez, le split, c'était pour le split. Okay, c'est pour indiquer mes listes, mon entraînement par rapport à un critère de date. Ok, et donc là, je vais avoir, dans le split, je vais avoir le jeu de données d'entraînement et de validation. Et là, vous avez votre variable dépendante, depvar. Depvar, ici, c'est sur le sale price, le prix de vente. Okay, donc, on va utiliser, ça c'est notre variable dépendante, le prix de vente. Alors, ensuite, ce que l'on fait, c'est qu'on crée un data loader. Donc ça, c'est le data loader, c'est important, c'est avec PyTorch. Vous allez pouvoir travailler, vous allez lancer le traitement de vos jeux de données en mini-batch. Et donc ici, on indique la taille du mini-batch. Donc, je vais avoir 1024 enregistrements en mini-batch, en lot de mini-batch. OK. Donc, on indique notre data loader et notamment le batch size. Okay, donc, on prend notre objet tabulaire et on le met dans un data loader PyTorch. Okay, et ensuite, on va créer ce qu'on appelle un learner. Donc, en fait, derrière le mode de learner, vous avez la codification de votre modèle. Okay, donc, on a une fonction qui s'appelle tabular learner. Donc là, je vais prendre mon jeu de données, okay, mon data loader, DLS. Je vais prendre pour ma variable dépendante, je vais lui donner un seuil, okay, puisqu'on est dans de la régression là. Donc, le seuil que je vais donner, c'est la valeur minimale de ma variable Y et la valeur maximale.
Alors, quand on calcule, on va calculer le mean square error, mais en fait, ce que l'on va prendre, c'est le logarithme du mean square error. Donc, c'est pour ça que vous avez ce genre de valeur. C'est le Y, c'est votre DEBVAR et c'est votre prix de vente en logarithme. Et là, ici, ce que vous avez, c'est les couches de votre réseau neuronal. Donc là, on va dire, je vais me baser sur 2 couches. Et donc, une couche sur laquelle j'aurai 500 activations. Et puis, la deuxième couche aura en entrée 500 activations. La deuxième couche aura en entrée 250 activations. Et la sortie, je vais avoir qu'une seule valeur, qui est ma prédiction sur le sale price. Okay. Et la fonction de perte que je vais utiliser, c'est le MSI loss. Okay. Donc, cette instruction que vous voyez là, en fait, elle vous a fait, merci FastAI, elle vous a fait le modèle. Et en fait, quand on peut voir que votre modèle a ces embeddings-là, vous en avez 13, de 0 à 12, 13 embeddings. Et en fait, ces embeddings-là, reflètent vos données catégorielles. Donc, la première, par exemple, c'est le Celsius. Et ici, j'ai 73 valeurs pour le Celsius. Avec ici, vous avez la taille du vecteur. J'en ai 18 ici. Donc, ça, c'est l'avantage d'utiliser FastAI parce que c'est assez complexe de calculer un embedding size. Vous voyez que les tailles d'embeddings diffèrent. Et en fait, FastAI vous donne le calcul. En fait, vous allez prendre des valeurs uniques et à partir de ces valeurs uniques, essayez de ne pas dépasser 200 en taille d'embedding size. Okay. Donc, FastAI, par une fonction d'assistance, va vous permettre de calculer ces embedding size. Donc là, vous voyez comme on peut le voir dans mon modèle, j'ai mes couches d'embeddings ici, pardon. J'ai mes couches d'embeddings ici. Je vais faire du drop-out, donc là, on verra un petit peu dans d'autres sessions l'architecture de ces modèles. Drop-out, c'est une manière de régulariser votre modèle et en fait, on va, j'ai le mot en anglais, on va faire un petit peu de brain damage. C'est-à-dire qu'on va en fait supprimer quelques neurones. Alors, je vais peut-être vous montrer ça par un schéma, ça sera plus simple. Voilà ce que c'est qu'un drop-out. Donc, vous voyez, vous avez un réseau neuronal extrêmement dense et au fur et à mesure que le réseau neuronal apprend, on va essayer de supprimer quelques neurones pour éviter l'overfitting, en fait, le surajustement. Et c'est ce que l'on fait dans le schéma que je vous ai montré. Alors, on en est... J'ai presque fini la présentation. Voilà, on en est là. OK, donc on fait un drop-out, on fait une autre normalisation ici. Et en fait, ce que l'on fait, c'est là où vous voyez, on arrive sur la première couche linéaire ici. Et la première couche linéaire, vous voyez ce chiffre 490, c'est la taille totale de vos embeddings. Si vous les additionnez tous, vous arriverez à 490. OK. Et donc, en entrée, vous avez 490 activations, features. Et en sortie, vous avez 500. Pourquoi 500? Parce que je l'ai indiqué ici. OK, 500. OK. Et donc, après la deuxième couche, j'ai en entrée 500 et j'ai en sortie 250. De nouveau, c'est ici. OK. Et puis, finalement, enfin, je vais, pour ma dernière couche, je vais avoir 250 en entrée et une en sortie. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais appliquer un sigmoid range. Okay? Sigmoid range, on va compresser les données entre 0 et 1. Et donc là, je vais donner un seuil. Et ce seuil que vous voyez là, c'est le seuil que j'ai appliqué sur le sale price, le logarithme. C'est ce que j'ai indiqué ici. Oui, le logarithme de mon prix de vente. La valeur minimum, c'était 8.
et la valeur maximum, c'est 12. Et je m'indique, et c'est indiqué ici, on le voit ici. Voilà le modèle. Et l'avantage de FastAI, c'est que vous n'avez pas à le définir. FastAI, il y a des librairies qui vont vous permettre rapidement de vous mettre le pied à l'étrier et de rapidement constituer un modèle de cette manière-là. Alors maintenant, vous allez devoir choisir un taux d'apprentissage. Alors, à quoi sert le taux d'apprentissage? Le taux d'apprentissage va vous permettre, va être utilisé par le Stochastic Gradient Descent pour voir comment accéder au minima de votre jeu de données. Donc, c'est un hyperparamètre. C'est une valeur scalaire qui contrôle dans quelle mesure vous allez ajuster le poids de votre réseau par rapport au gradient de perte. Alors, si vous mettez un taux d'apprentissage qui est très petit, ça va prendre énormément de temps pour arriver à une bonne valeur ici, au point minimum. Si vous le faites, si vous avez un taux d'apprentissage correct, à ce moment-là, vous voyez, ça sera optimal et on va prendre moins de temps pour arriver au point minimal. Et si vous avez un taux d'apprentissage qui est énorme, et en fait, au lieu de descendre ici, on va aller là, là, et on saute le point minimal. OK? Donc, rassurez-vous, vous avez pas, c'est quelque chose de très sioux et qui est très difficile. C'est un hyperparamètre, donc c'est une valeur scalaire que vous allez devoir identifier. Et c'est pas facile à faire. Et en fait, grâce à FastAI, vous avez une fonction qui s'appelle LRFind. Et cette fonction-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va évaluer votre jeu de données et elle va vous indiquer ce schéma-là. Et en fait, c'est ici, vous avez votre learning rate ici et la perte. Et donc ici, vous avez, c'est là où on a le minimum de perte. Et ce qu'il faudra faire, c'est ne pas prendre ici, parce que vous voyez, à ce niveau-là, oups, ça remonte. Donc en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous prendre un dixième avant ou un vingtième avant. Okay, donc, par exemple, 10, one in neck 2, on parle de one in neck 2, 1 moins 2. Okay. Donc, ça, c'est le Learning Rate Finder. Et maintenant, j'ai mon Learning Rate, j'ai mon modèle. Maintenant, je vais pouvoir effectuer l'entraînement. Alors, pour l'entraînement, vous allez utiliser une instruction qui s'appelle Learn Fit Learn. C'est votre learner, vous vous rappelez? Je vais vous le montrer. Vous voyez, Learn, c'est votre learner. OK. Avec le modèle, le jeu de données, la fonction de perte. Et donc, ici, je vais donc prendre mon learner et je vais faire fit one cycle. Je vais dire, je vais prendre 5 époques. Donc, une époque, 5, c'est le nombre d'époques. Une époque, c'est un aller-retour sur vos données, okay, l'ensemble de vos données. Et donc là, vous avez ici le taux d'apprentissage. Okay, donc, on a dit qu'on prenait ici. One in two. Okay. Donc, c'est ce qu'on fait ici. Et donc, là, ici, vous avez votre perte, ici, pour le jeu de validation, votre perte pour le jeu d'entraînement, jeu de validation, et combien de temps ça a pris. Donc, vous voyez, c'est pas très, très long. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir faire un graphe de ça. Et en fait, vous voyez ici, vous avez finalement, on n'a pas de surajustement. Et comment je le sais? Parce qu'en fait, on voit que ici, votre jeu de validation, la perte, elle est de 0,4 et ici, on n'est pas très loin, on est à 0,5. Et donc, ce schéma-là est intéressant parce qu'en fait, justement, vous avez les graphes ici. Et vous voyez, on est à ce niveau-là, nous, just right. Okay? Donc, just right, ça signifie que vous avez l'erreur d'entraînement qui est plus bas que l'erreur de validation. Okay? C'est ce qu'on a là. L'erreur d'entraînement est plus basse que l'erreur de validation. Et donc, si vous êtes en overfitting, vous aurez ce genre de graphe-là.
et on vous dit comment régler ce problème-là. Donc, soit vous allez pouvoir faire des mécanismes de régularisation qu'on a vu avec la leçon 5, par exemple le weight decay, ou alors vous rajoutez plus de données. Voilà. Et si vous êtes underfittings, en sous-ajustement, eh ben, c'est que vous avez les remèdes possibles, c'est que vous aurez ce genre de graphe-là. Et le remède possible, c'est que votre modèle est très complexe. OK, vous allez pouvoir rajouter, vous allez pardon, complexifier votre modèle en rajoutant des features et puis en faisant un plus long training. OK, donc au lieu de faire 5 époques, vous faites 10 époques ou ce genre de choses. Maintenant, on passe à l'interprétation d'un modèle neuronal. Donc, l'interprétation est la suivante. Alors, souvent, le type d'interprétation qu'on peut vous les donner dans le jeu de données. Par exemple, dans le jeu de données sur les matériels lourds, la vente aux enchères de ces matériels lourds, c'est notre jeu de données. On va vous demander d'utiliser cette métrique-là, c'est RMSI, c'est RMSI-LI, c'est le log de mean square error. Et donc, c'est ce que l'on fait ici, c'est qu'ici, déjà, on calcule MSI entre votre prédiction et la valeur, le ground truth. Votre Y, c'est votre valeur dépendante, votre variable dépendante. Donc là, c'est votre prédiction et votre variable dépendante. Et on va faire un square root de ça. Et on va calculer la moyenne. Et ça va vous donner le mean square error. Et ensuite, ce que vous allez pouvoir faire, c'est créer une autre fonction qui s'appelle RMSI et qui va prendre donc votre modèle. Donc cette fois-ci, on prend le modèle. M, c'est votre modèle. On va prendre votre jeu de données, on va prendre votre variable dépendante et on va retourner donc on va utiliser cette fonction RMSI pour prédire votre mean square error, root mean square error. OK. Et donc, avec l'utilisation quand j'ai pris ce jeu de données, le jeu de données des matériels, la vente aux enchères des matériels lourds, les bulldozers, là, quand j'ai effectué cet entraînement-là, j'ai cette valeur-là, et cette valeur-là, elle est assez bonne parce que si je vous montre le Kaggle, donc rappelez-vous, c'est un jeu de données qui est un Kaggle. Et donc, en fait, ce que l'on fait, c'est que, vous voyez, vous allez prédicter le prix de vente de vos bulldozers vendus aux enchères. Et donc là, ce que je voulais vous dire, c'est que quand vous travaillez sur des compétitions, vous avez ce qu'on appelle un leaderboard. Et vous voyez, là, je suis la meilleure. Il est à 0,22909 et nous, on est mieux. 22 63 96. Donc, Kaggle est pas mal parce que ça nous permet de nous challenger par rapport à nos modèles et d'autres compétiteurs. Donc, je vous mets ici les métriques, là, donc le RMSI et le RMSLI. Donc, le RMSI, si vous avez des valeurs qui sont en anglais, on appelle ça des outliers, le mieux, c'est de vous montrer un exemple. Vous voyez, par exemple, j'ai le prix de vente en histogramme et vous voyez, c'est tout agglutiné. J'ai de grosses valeurs pour les années 2000. Et si je prends le logarithme du sell price, j'ai une distribution mieux. J'ai une meilleure distribution. Donc, c'est pour ça qu'on prend le RMSLI. Voilà, donc je crois que c'est tout. Et puis, on va aller sur le notebook. La conclusion, on viendra. Donc, je vais sur le notebook maintenant. Et le notebook, vous avez donc, si je suis dans la table des contenus, je vais directement vers la fin, là. Et en fait,
jusqu'à présent, on vous a parlé des arbres de décision, donc voir la leçon de la semaine passée. Maintenant, je vais voir les réseaux neuronaux. Et donc, ce que l'on vous montre ici, c'est que le problème avec les arbres de décision, c'est que vous aurez du mal à faire à extrapoler. Si j'ai quelque chose dans le futur, ça va être difficile, pour un arbre de décision d'extrapoler. Alors, le mieux, c'est de passer par un exemple. Donc, j'ai un exemple joué ici. Donc, sur une échelle de 0 à 20, je vais placer 40 points sur cette échelle-là. Et Pardon, ça, on voit toujours les slides, pardon. On Ah, voit pas le notebook encore. merci de... Alors, attendez. Comment je peux faire? Ah oui, pardon. J'ai pas fait le desktop. Je vais faire le desktop. Vous C'est bon, voyez merci. là? Oui. Merci. Alors, je vous disais que au niveau du notebook, je suis à ce niveau-là, extrapolation et neural network. Et ce qu'on vous dit en préambule, c'est que, en fait, les arbres de décision auront du mal à extrapoler. Alors, le mieux, c'est de vous montrer un exemple. Donc, ça, c'est typiquement à la mode Jérémy. Jérémy aime bien vous montrer step by step des exemples. Donc là, je prends l'exemple joué. OK. Donc, je dis, ben voilà, j'ai 40 points que je vais répartir entre 0 et 20 sur cette échelle-là. OK, 40 points. Donc là, c'est ma variable indépendante. Xline, c'est ça. Et pour Yline, donc là, ici, là, je vais mettre un petit peu de randomisation sur ces points. Donc, ça vous donne non pas quelque chose de très linéaire, mais quelque chose de ce style. Okay, donc, ça, c'est votre jeu de données. Et donc, si je regarde Xline, j'ai 40 points. Et si je regarde Yline, j'ai 40 points. OK. Donc maintenant, le problème, c'est que je vais traiter tout ça avec sklearn, notamment pour faire un random forest. Et donc, sklearn, le problème, enfin, c'est pas un problème, c'est qu'sklearn, ce qui est tout à fait normal d'ailleurs, va s'attendre à ce que vous ayez plusieurs variables indépendantes. OK. Et donc, nous, on n'en a qu'une. Alors, pour notre jeu joué, ce que l'on fait, c'est qu'on va prendre Xline et puis on va utiliser une instruction unsqueeze de PyTorch et ça va vous rajouter une autre dimension. Okay, donc, si je regarde la taille maintenant de Xline, vous voyez, au début, j'avais 40 et maintenant, j'ai 41. OK, j'ai une dimension. Alors, ça, c'est une manière de faire. Une autre manière de faire, c'est de dire, je prends toutes mes données de Xline, donc 40 points, et none, je mets en dimension. Et là, quand vous donnez cette instruction none, ça va vous donner également une dimension ici. OK. Maintenant, je vais faire un random forest sur ce petit jeu de données là. Donc, je vais faire un random forest régresseur, je vais faire un fit. Et cette fois-ci, je vais dire de XSLine et YLine, je ne vais pas prendre les 40, je vais prendre les 30. OK, 30 points. Et donc, si je plotte tout ça, donc vous voyez le bleu, c'est votre jeu de données et le rouge, c'est Random Forest. Et vous voyez que le Random Forest ici a un problème là, c'est qu'il n'arrive pas à extrapoler pour ces données-là, en fait. OK. Et c'est le problème des arbres de décision. C'est-à-dire que au début, ça se passe bien, on voit bien une bonne régression ici, mais là, il est incapable d'extrapoler à ce niveau-là. OK. Donc, d'où le fait que, alors, cette information que vous voyez là, ici, c'est ce qu'on appelle le out of domain data. Et c'est une information assez importante qui peut causer quelques problèmes. Donc, ce que Jérémy démontre ici, c'est que des fois, c'est assez dur de voir comment votre jeu de validation et votre jeu
des fois, c'est assez dur de voir votre jeu comment la distribution, pardon, entre votre jeu d'entraînement et votre jeu de validation. Alors, il y a une petite astuce qui est pas mal du tout et qui est celle-ci. Il va faire un data frame de domaine et il va concaténer donc nos deux data frames, le données d'entraînement et de validation. Donc, il les concatène ici. Donc, on a un nouveau data frame qui s'appelle dfDOM et on va créer une variable dépendante, isValid, et on va dire toutes les données qui viennent de ce access final, je vais leur mettre 0. Et toutes les données qui viennent de valid access final, je vais leur mettre 1. Donc, j'aurai du 0 et du 1 en variable dépendante. Et maintenant, je vais faire une random forest. OK. Et puis, donc, de mon domaine, et puis, je vais prendre de mon jeu de nouveau data frame, dfDOM, avec ma variable dépendante. Et donc là, avec Random Forest, vous allez pouvoir voir quelles sont les colonnes, les features, colonnes, quand vous voyez fit, vous pensez à colonnes. Quelles sont les colonnes qui sont importantes dans votre jeu de données. Et donc là, j'ai mon modèle. OK, et vous avez le jeu de données et je m'intéresse à avoir les 6 premières colonnes de ce jeu de données. Et là, ce qu'on voit, c'est que vous avez essentiellement ces 3 colonnes qui sont assez importantes pour votre jeu de données. Et en fait, ces 3 colonnes diffèrent, vous donnent une manière de voir qu'il y a une grosse disparité entre votre jeu d'entraînement et votre jeu de validation. Alors, pourquoi? Vous vous rappelez, Cell Elapse, c'est notre date que l'on avait utilisée pour détacher pour faire une partition sur notre jeu d'entraînement et de validation. Donc, c'est normal que l'on la trouve ici. Et par contre, on a deux colonnes ici, Sales ID et Machine ID. Et ces 2 colonnes-là, ça signifie qu'au niveau de votre validation, on a de plus en plus de Cell ID et de plus en plus de Machine ID. OK? Donc, c'est ce qui est indiqué ici. Donc, en fait, au fur et à mesure, ce que j'essaie de vous dire ici, c'est qu'au fur et à mesure que la chronologie des enchères passe, vous avez plus de Sales ID et vous avez plus de Machine ID, ce qui est normal, puisque à un moment donné, dans les dates dans notre jeu de validation, on aura plus de ventes. Rappelez-vous, c'est des critères de date. Donc, avant, on avait peut-être moins de ventes de matériel lourd et moins de ventes de machines. Enfin, voilà, ce genre de choses. Alors maintenant, ce que l'on peut faire, c'est quel impact cela a si je supprime. Bon, le Sales, je vais le garder. Mais le Sales ID et le Machine ID, quel impact j'ai sur mon jeu de données si je les supprime? Alors, c'est ce qu'on va faire ici, c'est que on va donc demander, on va créer ce bout de code. Donc là, j'ai mon modèle avec le jeu final, le jeu d'entraînement final et puis la variable dépendante, Y, qui est le sales price, rappelez-vous. Je vais calculer le mean square error pour cette variable. Et puis après, je vais aller, donc là, j'ai ma valeur d'origine, 0.23. Et puis ensuite, je vais dire, pour ces colonnes-là, Cell ID, Cell Elapse et Machine ID, quel impact ces colonnes-là ont sur mon jeu de données. Et donc, je vois que finalement, Cell ID, c'est à peu près pareil. Cell Elapse, c'est à peu près pareil que ma valeur d'origine. Et Machine ID, c'est à peu près pareil que ma valeur d'origine. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les supprimer. Je ne vais pas supprimer le Cell Elapse, je vais supprimer le Cell ID, le Machine ID de mon jeu de données final. Donc, c'est ce que l'on fait ici. Donc, j'ai
une liste qui s'appelle TimeVar dans laquelle je mets Sales ID et Machine ID, et puis je vais faire un drop de ces colonnes-là. Et je réentraîne, et puis j'ai donc quelque chose de un peu mieux, de 228, 826. Avant, c'était, voilà, on était à 231, maintenant je suis à 228, 826. Donc on a une meilleure amélioration. Ok, donc maintenant ce que je peux voir aussi c'est le Celsius. Ok, donc là j'ai la répartition des années, donc ça va de 1990 à 2010, et donc là ce que je peux faire, c'est finalement suis intéressée par des années plus récentes. Ces années antérieures ne m'intéressent pas vraiment parce que finalement le bulk des ventes ont été faites dans ces années-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un filtre sur mon jeu de données d'entraînement, Celsius, et je vais prendre tout ce qui est supérieur à 2024 et j'applique ce filtre sur mon jeu d'entraînement. Okay, et pareil pour ma variable dépendante. Je réentraîne avec ce genre de filtre. Et donc là, j'ai encore quelque chose c'est un peu mieux, mais pas beaucoup mieux. Okay, donc, ce qu'on essaye de vous dire ici, c'est que parfois sur votre jeu de données, notamment avec les jeux de données de type chronologie, vous pouvez avoir des informations qui viennent d'années antérieures, et c'est pas nécessairement nécessaire de les utiliser pour avoir une bonne validation de vos prédictions. C'est ce qu'on dit ici. You should not always just use your entire dataset. Sometimes a subset can be better. Ok. Donc c'est ce qu'on essaye de vous donner comme conseil également. Voilà. Bon, alors maintenant on arrive à notre réseau neuronal. Donc ici je vais créer mon data frame pour le réseau neuronal. Donc bon, je reprends les informations que j'avais faites avant. Donc là, je vais dire que je vais prendre ma version finale avec la variable dépendante. Donc ça va être mon jeu de final. Allô? Mon jeu de... Mettez-vous en mute, s'il vous plaît. Mon jeu final de données. Et puis donc là, je vais faire une concaténation sur ce jeu de données. Pardon, je vais faire un split de mes données de catégorie et des données numériques. Donc, je fais un compte 4 split ici. Et vous voyez le mascard ici, c'est la cardinalité de mes données catégorielles. Donc, si j'ai des données catégorielles qui vont au-delà de 9000 niveaux, à ce moment-là, je les considère comme des données numériques. OK. Donc, voilà votre fonction. Compte 4 split, c'est elle qui va vous définir vos données catégorielles et qui va faire un split entre les données catégorielles et les données numériques. Et vous pouvez voir le résultat. OK. Donc, vous voyez, j'ai compte NN et CatNN. Et donc là, si je fais la longueur de CatNN, j'en ai 14 de données catégorielles. Et je peux voir le détail de ces données catégorielles. Et là, vous voyez que compte NN, j'ai pris cell elapse. Et cell elapse, en fait, je vais la traiter comme une donnée numérique, as type int. OK? En sachant que, rappelez-vous, ma variable dépendante, c'est le sell price. OK? Puisque, voilà. Donc, ici, vous allez pouvoir voir quelles sont les valeurs rattachées à cet embeddings. Donc là, pour le year made, j'ai 73 valeurs. Pour product side, j'ai 6 valeurs, etc. Et puis maintenant, je vais faire encore un petit peu de engineering. Donc là, je vais voir est-ce que modèle descripteur, c'est valable de le garder ou pas. Et donc, en fait, on peut voir que ça a un impact minimal sur votre environnement de validation. Là, c'est votre environnement d'entraînement, OK, XS. Donc, ce que l'on va faire, c'est que on va comme ça
très peu d'impact. On va passer à la normalisation de mon jeu de données. Donc, rappelez-vous, j'ai ces processus-là que je vais appliquer sur mon jeu de données final, DNN final, mon jeu de données, ma data frame DF underscore NN underscore final. Je vais faire la catégorie, je vais faire le field missing et je vais faire la normalisation. Donc, pour ça, quand vous allez utiliser Tabular Pandas, ok, donc c'est ma classe, je la référencie, mon instance c'est to underscore NN. Là, j'ai mon jeu de données, là, j'ai les procédures que j'ai faites, que je vais utiliser, Categorify, Field Missing et Normalize. Là, c'est les données les variables catégorielles, là, c'est les variables numériques. Là, c'est mon split, rappelez-vous, mon split, c'est par rapport à une date. Et là, c'est ma variable dépendante qui est debvar, et debvar fait référence à sell price. Okay. Maintenant, je vais le mettre dans un data loader. Et pourquoi je le mets dans un data loader? Parce qu'en fait, je vais travailler sur des mini-batchs quand vous êtes sur des réseaux neuronaux. Donc, je vais pouvoir dire la taille de mon mini-batch. Donc, en données tabulaires, 1024, c'est une bonne taille. Parce que c'est que des données tabulaires. Et puis, vous vous rappelez, je vous ai dit que votre variable, on va lui donner un seuil, ok, pour notre fonction sigmoid. Et donc, en fait, je vais regarder quelles sont la valeur maximale et minimale de cette variable d'entraînement. Et donc, vous voyez, vous avez 8.46 en minima et 11.812 en maxima. Donc, c'est ce que vous retrouvez quand vous constituez votre learner. Donc, le learner, qu'est-ce que j'ai dans un learner? J'ai mon jeu de données, mon data loader, ok. J'ai ma variable dépendante avec le seuil de 8 et de 12, minimum et maximum. Et là, j'ai mes couches de réseau, ok. 500 activations pour la première couche et 250 pour la deuxième couche. Et en sortie, j'aurai un output. Et la fonction de loss, c'est MSI loss. Alors, si vous voulez savoir à tout moment qu'est-ce que fait Tabular Learner, je n'aurai pas le temps. Si vous faites Tabular Learner, je crois que je l'ai ici, ça va vous donner le code associé à Tabular Learner. Ok, je n'aurai pas le temps de le détailler. Où est-ce que je suis? Où j'en suis? Je suis perdue. Ah, voilà, j'étais là. Ok, donc voilà. Tabular Learner, donc ça c'est si vous voulez connaître le code derrière. Et si je veux voir l'architecture de mon modèle, vous faites learn.model et vous avez le détail de votre architecture que je vous ai expliqué dans la PPT. Là, si vous voulez connaître la fonction de perte, vous faites learn.loss function et vous aurez le MSI loss. Si vous voulez connaître l'optimiseur, optimizer, donc c'est Adam qu'on utilise. Et là, vous avez le learning rate. Et donc, on retrouve le learning rate ici par rapport à votre perte. Et donc, il faut prendre au minima. Donc, on va prendre, pas ici, mais un dixième ou un vingtième avant. Donc, c'est ce qu'on fait ici. Donc, je fais fit one cycle. Et donc, je vais prendre 5 époques. Et je vais prendre mon learning rate, one in 2. OK? Et donc là, vous avez le training loss, le validation loss. Donc, c'est par rapport à votre fonction de perte et puis le temps que ça a pris. Et là, vous avez le plot. Okay, donc là, on voit que finalement, on n'est pas en surajustement. Et puis donc là, je vais pouvoir faire mes prédictions. Donc, vous avez une instruction qui s'appelle learn get pred et qui va vous donner un pack de preds et target pour calculer votre RMSI. Donc, target, c'est le grand truth et pred, c'est vos prédictions. Et donc, vous voyez, j'ai une valeur qui est super par rapport
au leadboard. OK, j'ai 0,225 et eux, ils ont 0,229. OK. Voilà, et donc vous allez pouvoir, une fois que vous avez bien travaillé, sauvegarder votre modèle et quand vous sauvegardez un modèle avec PyTorch, ça sera le nom du modèle nn.pth et ça sera sauvegardé dans un répertoire modèle. Maintenant, je veux vous montrer que tout ce qu'on a fait ici, là, avec le réseau neuronal, et ben en fait, toutes les informations que vous avez faites de Categorify, Field Missing, ce genre d'informations, vous allez pouvoir les récupérer. Donc, tout ce que vous avez fait avec, vous allez pouvoir récupérer votre jeu de données de votre réseau neuronal et le mettre à travers un arbre de décision de boosting avec XGBoost. Donc là, je vais donc quand vous travaillez avec XGBoost, vous aurez du X majuscule, Xtrain, Xvalid, etc. Donc je reprends la même terminologie. Donc là, j'ai Xtrain, Ytrain. Donc là, c'est votre jeu d'entraînement. Là, c'est votre variable dépendante. Et puis, je vais lui dire, je prends mon jeu de données final, XS final, et ma variable dépendante. Okay. Et Ravel, c'est une instruction NumPy qui va vous permettre de mettre une liste à plat, en fait, en variable continue. One day array. Vous allez faire pareil avec votre jeu de validation. OK. Et maintenant, donc, si je regarde ces informations-là, Xtrain ou Xvalid, donc là, je peux voir que j'ai 4700 enregistrements pour Xtrain. Et pareil pour le valide, pour le Ytrain, c'est les sale price associés à vos enregistrements. Pour le jeu de validation, j'ai beaucoup moins, j'en ai 7988. OK. Et donc là, je peux voir les colonnes qui sont référencées dans ce jeu de données, Xtrain. Donc vous avez initialement, ce jeu de données avait 66 colonnes. Et au fur et à mesure que j'ai fait du re-engineering, je suis arrivée à ce nombre de colonnes-là. Je crois qu'il y en a 17. OK, et pareil pour la validation, vous en avez 17 également. Et puis là, je vais faire du XGBoost. Donc là, je ne suis pas une experte en XGBoost, mais j'ai pris un bout de code que j'ai vu quelque part et je l'ai appliqué ici brutalement. Donc là, un estimateur, c'est le nombre d'arbres. Rappelez-vous, on est sur des arbres de décision. Donc là, j'ai le nombre d'arbres, ce genre d'informations. Et puis, je le passe à la moulinette, je fais un fit. Donc là, c'est mon modèle, MXGB. Là, je le passe à la moulinette par un fit. Et donc, ça vous donne ce genre de résultat. Et on voit que le résultat final de MRC n'est pas terrible. C'est sur la validation, hein, sur ma validation, j'ai cette valeur-là. Et d'ailleurs, vous pouvez le revoir ici. Là, c'est mon RMSI sur le jeu d'entraînement et là, sur le jeu de validation. Mais j'ai que 40 arbres. 40 arbres. OK. Donc là, je dis, je vais aller un peu plus loin. Donc, 40 arbres, pensez dans un réseau neuronal, on dirait le nombre d'époques. Enfin, grosso modo, à ma façon. Et donc, ici, je vais beaucoup plus loin. Alors, j'ai pris une instruction encore plus simple. J'ai dit, je vais faire un nouveau modèle, MLXGB. Et donc là, je vais prendre 1000 arbres. OK. Et njob, c'est dire le nombre de CPU que vous allez. Donc, il va prendre, je pense qu'on n'a qu'une CPU avec le collab. On a de la GPU et là, on est sur de la GPU en fait. Je vais me renseigner. Ouais, on est sur la GPU. Voilà, donc voilà, et puis donc on fit, et puis on a quelque chose de mieux. Vous voyez, on est maintenant à 25 000 au lieu de 30 000. Ok, donc on a quelque chose de mieux à ce niveau-là. Alors, il y a une information très intéressante, c'est que vous vous rappelez les embeddings dans les réseaux neuronaux, ça serait bien si on pouvait les utiliser
avec du random forest. L'avantage, c'est que eh ben, vous allez pouvoir encore améliorer votre score. Alors, cette information, elle a été définie, alors je crois que c'est ici. On vous l'indique ici, c'est une démarche qui a été faite. Oups. Bon, je reviens, c'est pas grave, je suis en train de me disperser, excusez-moi. Alors, oui, ce qui est intéressant, c'est, donc on a fait le XGBoost là, et maintenant je vais dire, j'aimerais utiliser mes embeddings avec du random forest. Okay, donc, ce que j'ai fait avec un réseau neuronal, notamment les embeddings qui sont très informatifs, je vais les utiliser avec mon jeu de random forest. Donc, pour cela, je vous montre comment on accède à des embeddings. Donc, ici, vous rappelez, là, c'est mon data loader avec mes catégories, okay, mes variables de type catégoriel. Donc, your made, product size, etc. Si je regarde cette instruction-là, embeds, c'est-à-dire de mon learner, donc de mon modèle, je vais regarder les embeddings, les paramètres associés aux embeddings. Et donc là, je retrouve les valeurs et la taille de l'embeddings. Donc là, on est sur le your sales, là, on est sur le product size, là, on est sur le corpus system, etc. Okay. Et je peux voir également les poids qui ont été calculés. Donc là, je peux regarder un embedding en particulier. Par exemple, si je fais 0, j'aurai le premier, là, 7318, qui est le your sale. Et je peux également, pour le premier embedding, regarder les poids, l'entraînement qui a été fait sur cet embedding. Donc ici, vous avez les weights. Et donc là, les weight data, donc là, vous avez pour cet embeddings-là tous les weights. OK. Maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais créer une fonction qui s'appelle embed features. Donc ça, c'est des informations que j'ai collectionnées du forum FastAI. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre un learner. Donc, on va prendre un jeu de données. On va le copier et ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher mes embeddings et je vais constituer une new feature, un nouveau data frame, si vous voulez. Et dans ce data frame, je vais prendre mes embeddings et que je les joins à mon jeu de données. Okay. Donc là, je vais prendre ce que j'ai fait et je le join avec New Feature. Okay. Donc là, je calcule mes embeddings. J'en fais des features que je rajoute au jeu de features existant. Okay. XS. Alors, ça, c'est ma fonction. Comment je l'utilise, cette fonction? Je vais prendre une variable, embedding xx. Je vais prendre ma fonction embedding feature. Je prends mon learner qui s'appelle learn. Je prends mon jeu de données venant de learn, donc il s'appelle le DLS. Et je vais prendre le train XS, le jeu de données d'entraînement. Je vais faire pareil pour la validation. Je vais prendre le valide XS. Et puis donc là, je vais créer une random forest. Et la random forest, ça c'est ma fonction pour créer la random forest. Je vous la remets, on l'avait déjà utilisée auparavant, quelques chapitres avant. Je vous la remets pour référence ici. Et donc là, je crée mon modèle et je vais dire, je vais prendre mon embedded XS, mon jeu d'entraînement, et je l'entraîne avec ma variable dépendante Y. Alors, ça va prendre un certain temps, ça prend une quinzaine de minutes à peu près. Et donc, le résultat, c'est que vous allez pouvoir faire un get parent pour voir quels sont les jeux qu'est-ce qui a été pris comme paramètre. Et là, vous voyez, j'ai un bon, root mean square error pour ma validation. Alors, là, c'est quelque chose que je n'ai pas encore complètement exploité. Alors, souvent,
vous avez une librairie qui s'appelle TSNI, et cette librairie-là, je vous donne un petit peu d'informations là-dessus, sur cette librairie. Et le but de cette librairie, c'est de prendre votre espace d'embeddings qui est très chargé, high dimensional, et en fait, on va essayer de vous le redonner en dimension de 2D, en dimension 2D. Et ce que l'on va... Alors, je n'ai pas encore beaucoup travaillé sur TNSNI, donc je n'ai pas encore le knowledge, le savoir là-dessus. Mais vous avez un paramètre avec TSNI qui s'appelle Perplexity. Et ce paramètre-là, c'est en fait une manière de savoir quelles sont, pour les données que vous traitez avec TSNI, quelles sont celles qui sont le plus proches. Pour cela, vous allez devoir utiliser sklearn manifold. Vous importez donc voilà le code pour importer la librairie. Et puis ensuite, dans le code, on va parler de combien de composants vous voulez traiter. Donc là, on a 2 composants, la perplexité, donc la distance entre le close neighbors. Là, c'est la pale, c'est votre palette. Vous indiquez comment vous voulez rendre votre palette. Et puis donc là, vous allez prendre votre entraînement et le passer à travers une transformation ici. Alors, c'est un bout de code que j'ai réutilisé. Je ne suis pas trop sûre du résultat. Le résultat, je ne saurais pas trop l'interpréter non plus. Mais le but étant, je vous montre cette approche-là parce qu'il faudrait que je le travaille un peu plus. En fait, cette approche-là, ça vous donne... donc là, ici, ce que l'on vous montre, c'est... par exemple, ici, je pense que c'est sur la variable des dépendantes Y, là, et vous avez le RMSI associé, je pense, ou la prédiction. Je ne sais pas trop. Je n'ai pas trop détaillé le code. J'ai fait ça cet après-midi, rapidement comme ça. Le but étant, en fait, avec TNSI, c'est plutôt que de prendre le jeu de données complet, c'est de prendre les embeddings pour voir un peu ce que vous avez vu dans le schéma que je vous ai montré, pour voir un petit peu ce genre de choses. OK ? Pour voir un petit peu ce genre de choses. Mais c'est un... Alors, si vous connaissez cette librairie, ben, je vous donne le pied à l'étrier, mais il faut la travailler un peu plus parce que je ne sais pas trop ce que je regarde. Mais bon, voilà, j'ai terminé. Est-ce que vous avez des questions? Excusez-moi, ça a été long un petit peu, mais bon, c'est toujours long. Non? Alors, ce jeu, vous avez, je vous l'ai mis dans le chat, là, vous avez accès à ce notebook. Ce que je vous recommande, c'est vraiment de le réexploiter et de faire joujou avec. Okay, donc, essayez de vous approprier le code, de comprendre ce qui se passe. J'aime bien la manière de FastAI de tester certaines valeurs et voir est-ce qu'elles impactent, notamment avec, c'est facile de le faire avec Random Forest parce qu'on a la possibilité donc de faire ce qu'on appelle de feature, l'importance des features. Ah oui, je vais conclure, je vais repartager le PowerPoint. La conclusion, elle est la suivante, elle est assez simple. La conclusion, c'est qu'en fait, c'est vrai que les réseaux neuronaux n'ont pas encore une grosse publicité en entreprise. Souvent, ce que vous allez voir, c'est on va travailler plutôt sur des arbres de décision. Alors, ce que recommande Jérémy, et je trouve que c'est pas mal, c'est
d'abord utiliser Random Forest. L'avantage de Random Forest, c'est que vous aurez du mal à faire du surajustement parce que Random Forest, finalement, travaille assez bien avec les arbres pour éviter de faire du surajustement. Une fois que vous avez fait votre... Et l'avantage de Random Forest, c'est que vous allez pouvoir voir quels sont les features, quelles sont les colonnes qui ont impacté votre prédiction. Donc ça, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Et ça vous permet en fait de mieux redimensionner votre jeu de données pour éventuellement éliminer les colonnes qui sont inutiles à la prédiction. Une fois que ceci est fait, vous allez pouvoir faire un réseau neuronal. Et le réseau neuronal, donc on l'a vu ensemble. Et ce qui est intéressant, j'ai oublié de vous montrer ça. Je vais repartager mon desktop. Ce qui est intéressant, excusez-moi, je l'ai loupé dans la présentation. Je reviens, j'en ai pas pour longtemps. C'est vers la fin. Ce que vous allez pouvoir faire, c'est... Je crois que c'est là. C'est une fois que vous avez fait votre entraînement sur votre jeu de données, vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle un assemblage. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'ils l'ont mis, où est-ce que je l'ai mis. J'ai dû le supprimer. Alors, là, c'est le notebook tel que... Je vais remettre cette information. Ok. Ok. Oh, pardon, là, c'est moi. Je vais prendre... J'étais sur mon repository, je vais prendre celui de FastAI Facebook. Et là, on a le tabulaire qui est là. Et donc, j'espère, ouais, ok, d'accord. Donc, on retourne. C'est vers la fin. Ce que vous n'avez pas, c'est ce que je vous ai fait, le XGBoost. Jérémy vous dit de le faire, mais il ne le fait pas, donc je vous l'ai fait. Et puis, le SNI, je l'ai fait également. Ah ouais, voilà, donc je ne sais pas pourquoi, Ensembling, je ne l'ai pas. Non, ok, bon, je reviens. Désolée, je reviens. Alors ici, vous avez donc Ensembling. Donc, pour rappel, vous faites un Random Forest, vous voyez les colonnes qui sont les plus importantes pour votre prédiction. Ensuite, vous faites un réseau neuronal avec le jeu de données que vous avez constitué et faites attention de rajouter la normalisation avec un réseau neuronal. Ensuite, vous allez calculer donc, la prédiction sur votre réseau neuronal. Et ce que vous allez pouvoir faire, et ça c'est vraiment sympathique, c'est que vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle du ensembling. Okay, c'est ce qui est ce chapitre-là, ce paragraphe-là, pardon. Et donc là, vous voyez, j'ai mon réseau, mon Random Forest sur lequel je prends les prédictions de dans cette variable, je stocke la prédiction
de ma Random Forest. Ici, j'ai la prédiction de mon jeu de neuronal. OK. Donc, c'était dans Preds. OK. Preds. OK. Et donc, ce que je fais, c'est que je fais un ensemble. Donc, de ça plus ça. Je divise par 2, je fais calcul une moyenne. Et donc, si je demande le RMSI pour cet ensemble, j'ai encore une meilleure valeur qu'auparavant. Donc, auparavant, j'avais, je peux le voir ici, auparavant, j'avais, je ne sais plus combien, 22 et quelques. Et maintenant, j'ai encore mieux. Euh, 22 565 et on est à 22 221 34. OK, donc le RMSI est encore plus bas. Donc ça, c'est pas mal du tout en fait, c'est qu'on va d'abord travailler avec une random forest parce qu'on peut utiliser certaines fonctions facilement et on est sûr de ne pas faire trop de surajustement. On peut faire le feature importance, etc. Ensuite, on fait un réseau neuronal sur le jeu de données que vous avez. On établit une prédiction et ensuite on fait un ensemble entre le réseau neuronal et le random forest. On fait une moyenne des deux et ça vous donne une prédiction encore meilleure. Voilà. Voilà. Et donc, rappelez les embeddings que j'ai utilisés avec les random forest, c'est ça en fait. Donc, vous avez un papier de recherche qui a travaillé sur les embeddings. Et donc, au début, ils ont fait ces méthodes-là, KNN, Random Forest, Gradient Boost Trees et Neural Network. Donc, on avait ce MAP, c'est le Mean Average Percent Error. OK. Et donc, en utilisant pour ces réseaux neuronaux, en utilisant pour ces arbres de décision des embeddings, on a amélioré les prédictions. Donc là, on est à 0.116, 0.108. Voilà. Donc, Random Forest, finalement, c'est pas mal du tout en premier jeu d'essai pour vos données tabulaires. Et ensuite, on peut affiner tout cela avec les réseaux neuronaux. Voilà, j'ai terminé. Merci d'avoir... je vais arrêter le share. Donc voilà, j'ai terminé. Merci d'être assidu. Et puis, si vous avez des questions, je suis prête à y répondre. Sinon, rappelez-vous, on a un environnement de support. Donc, vous pouvez poser vos questions dans cet environnement de support. Je vous ai donné le lien dans le chat. J'ai une question. OK. Eh ben, merci et merci d'être assidu. Le prochain... Ok, ouais, il faudra reprendre le cheminement, d'accord. Ouais, souvent, le mieux, c'est de digérer tout cela. Et puis, si vous avez des questions, utilisez l'environnement Slack. Sinon, dans 2 semaines ou 3 semaines, je pense, je vais faire le prochain chapitre du livre qui est sur le traitement des données de texte, donc le Natural Language Processing. Et je verrai pour aussi adapter tout cela à FastAI avec Hugging Face. Je ne sais pas, certains d'entre vous doivent connaître Hugging Face. C'est une start-up open source qui est très, 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 très populaire en ce moment et qui a pas mal de jeux de données intéressants et des modèles d'apprentissage intéressants également, notamment avec du GPT-2, etc. Voilà, donc merci de votre venue
Et puis, si vous avez des questions de nouveau, c'est l'environnement Slack. Ok, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.